Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints sur la plateforme Hello Emballage de Process Alimentaire pour ce premier webinaire consacré à l'innovation. En direct ici de notre studio installé dans nos locaux des éditions Dubois-Baudry près de Rennes. J'ai le plaisir de recevoir Christophe Morin, ingénieur packaging et gérant du cabinet de conseil Packagil, que vous connaissez probablement si vous êtes lecteur assidu de Process Alimentaire, puisque chaque mois, Christophe décrypte pour nous un emballage ou apporte son éclairage sur un sujet relatif à l'emballage ou au conditionnement dans le magazine. Donc, bonjour Christophe. Bonjour Karine. C'est justement à cet œil d'expert que nous allons faire appel ce matin pour décrypter ensemble une dizaine de lancements opérés cette année, chacun avec un emballage ayant suivi une piste d'éco-conception différente, que ce soit de la substitution de plastique, de la réduction, du recyclage, de l'emballage compostable, ou bien qui intègre du recyclé. Donc n'hésitez pas, vous participants, à poser vos questions sur le chat qui est à votre disposition. Nous y répondrons en fin de webinaire, donc précisez bien le sujet auquel il fait référence. Et si nous n'arrivons pas à répondre à toutes les questions dans le temps imparti, nous vous apporterons de toute façon les réponses à l'issue du webinaire par mail si possible. Je rappelle au passage que pour un fonctionnement optimisé de la plateforme, je vous conseille donc d'utiliser le moteur de recherche Chrome. Et enfin, dernier détail technique, le replay de ce webinaire sera disponible gratuitement sur la plateforme d'ici la fin de journée, je pense, une fois ce live terminé. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Christophe, prêt à démarrer ce mini-marathon de décryptage de l'innovation? Je suis prêt, allons-y. C'est parti. Nous allons rentrer directement dans le vif du sujet en abordant une première piste d'éco-conception, celle de la réduction du plastique dans les emballages. Avec l'exemple d'emballages de plus en plus visibles au rayon charcuterie à la coupe, il s'agit de barquettes operculées avec un film inférieur thermoformé en carton. De nombreux lancements s'opèrent dans ce type d'emballage qui met en avant 60 à 80% de plastique en moins selon les références. On peut citer l'exemple de Citerio Bio, d'Auchan, Madrange et dernièrement Fleury-Michon aussi qui adoptent ce type d'emballage. Alors, Christophe, de quoi sont composés ces emballages et en quoi cette solution peut-elle être pertinente pour le marché? Alors, ces emballages sont assez intéressants, enfin, plutôt intéressants, en particulier pour les applications de type produits tranchés, produits de charcuterie. Je pense qu'on va les voir massivement arriver sur le marché d'ici les prochains mois. Il y a pas mal d'études en ce sens. Alors, qu'est-ce que c'est que ces emballages-là? Ce sont des emballages à base de papier carton, pour certaines jusqu'à entre 80 et 90% de papier carton. La particularité, c'est qu'ils sont étirables, donc ils vont avoir une tendance à se thermoformer dans les mêmes conditions, enfin à peu près les mêmes conditions qu'un APE-TPE, par exemple, en tout cas sur les mêmes machines. C'est un avantage. C'est déjà un excellent avantage. On a également la possibilité d'utiliser des fibres qui sont issues de gestion durable des forêts, donc certifiées PEFC ou FSC. Donc ça, c'est assez intéressant. Et puis pour boucler la boucle de l'économie circulaire, ces emballages-là sont surtout éligibles à la filière de recyclage papier-carton. Donc ça en fait une solution qui fait sens auprès du consommateur, parce que alors, d'une part, on a pas mal de naturalité. Le papier carton est quand même un des matériaux préférés des Français. Donc, c'est quelque chose qui finalement s'avère plutôt pertinent sur ce marché-là. Ok. Est-ce que ces emballages, à l'inverse, ont des limites peut-être techniques ou en tout cas quelles précautions il faut prendre pour que cet emballage soit recyclable? Alors, les limites, elles sont avant tout techniques, parce qu'on va devoir faire quand même des aménagements sur les lignes de conditionnement, parce que ces matériaux-là sont, bon, certes étirables, mais ils ne peuvent s'étirer que, enfin, ils n'ont un taux d'étirement que
de 25% à peu près, hein. Donc, ce qui limite forcément les applications sur des profondeurs importantes. Donc, on restera sur des profondeurs qui seront relativement faibles, hein. On pense raisonnablement entre 15 et 20 mm de profondeur maximum. Donc, il faudra faire quand même quelques aménagements techniques sur les lignes de conditionnement et certainement changer ce qu'on appelle les cales de forme pour pouvoir avoir on va dire des pentes douces au niveau du thermoformage de manière à éviter d'éclater la fibre. Voilà, c'est surtout ça. Okay. On peut avoir également quelques soucis à la découpe, hein. Donc pour ça, on peut essayer de choisir quelques solutions qui sont un petit peu teintées dans la masse. Voilà, il y a des solutions couleur craft. Donc ça limite un petit peu l'aspect blanc de certaines solutions sur la tranche. Donc ça c'est un peu intéressant dans la mesure où on va chercher à gérer ce type de défaut par des solutions qui sont un petit peu plus adaptées. D'accord, donc on peut avoir des freins techniques, mais pas rédhibitoires. Ce qu'on note, en revanche, c'est qu'on voit fleurir ces solutions aujourd'hui plutôt sur des références à haute valeur ajoutée. On le voit ici sur du bio, sur des produits labellisés. Est-ce que c'est un hasard ou est-ce qu'on a affaire quand même à une solution plus coûteuse ou qui ne permet peut-être pas les mêmes cadences machines in fine? Alors c'est certain que c'est pas un hasard parce que donc, par rapport aux solutions d'APE-TPE classiques, hein, on est sur un matériau qui est quand même jusqu'à 3 fois plus cher. Donc ça, il faut avoir conscience de ça. Et puis, certains industriels peuvent être un petit peu impactés aussi dans leur cadence machine. Ça dépend de leur niveau d'industrialisation et puis des cadences qu'ils pratiquent. Donc, oui, on pourrait être impacté notamment au niveau des cadences, et ce sera surtout au niveau de l'opération de thermoformage où il faudra peut-être un petit peu plus de temps. D'accord, d'où un surcoût. Ça se traduit forcément sur les coûts de mise en forme et les coûts de production. D'accord, donc c'est pas une solution encore généralisable pour l'instant à l'ensemble des références, en tout cas cœur de marché, c'est ce qu'on peut se dire. Oui, je pense que ça paraît également difficile, et puis peut-être aussi à un moment donné, si on se transpose un petit peu, l'intégralité du marché ne pourra pas se substituer complètement à ce genre de solution, parce qu'à un moment donné, on aura peut-être un problème de rareté de la matière, ou en tout cas des tensions supplémentaires sur les approvisionnements. C'est des points de vigilance aussi à avoir. Okay. L'autre solution sur ce marché étant le mono APET. Voilà. Alors effectivement, ce qu'on pourra aborder peut-être plus tard tout à l'heure au cours de cette présentation, c'est que les APE-TPE présentent quand même des difficultés de gestion de l'étanchéité, hein, alors que sur ces solutions-là, finalement, on est sur des matériaux de type Soudan PE sur PE, on a de la pelabilité, donc on a les mêmes garanties d'étanchéité que ce que l'on pratique aujourd'hui dans la charcuterie traiteur, donc c'est-à-dire on a les mêmes qualités de Soudan. Donc ça représente quand même un bel avantage et puis un confort dans la gestion de l'étanchéité et dans les garanties de sécurité sanitaire des produits. Oui, et on le rappellera tout au long du webinaire, c'est vrai que la priorité dans la substitution, ou en tout cas dans le changement d'emballage, c'est de maintenir ces qualités sanitaires des produits, évidemment. Voilà. Et juste pour terminer, Karine, si je peux dire, ces solutions-là, elles sont aussi intéressantes d'un point de vue environnemental, hein. Alors, de manière indéniable, si on compare aux solutions actuelles en APE-TPE, parce que les APE-TPE seront absolument pas recyclables demain. Alors, je dirais, ce sera encore vrai, même si on bascule en mono APET, et ce sera peut-être moins vrai si on bascule vers des démarches d'introduction de PET issus du recyclage, voilà, pour vraiment favoriser des démarches d'économie circulaire. Donc voilà, tout ça c'est à mesurer. Ça dépend également des épaisseurs de matériaux qui sont mises en jeu, forcément, mais justement la pratique des analyses de cycle de vie simplifiées permettent de guider et en tout cas d'avoir des certitudes, non seulement sur les allégations qu'on peut mettre sur les emballages, mais aussi sur les démarches générales des entreprises, bien sûr. Ça, c'est important à rappeler. C'était notre premier exemple. Second exemple d'innovation, toujours sur de la substitution du plastique par le papier. Ça concerne cette fois-ci les emballages souples pour des applications notamment de produits secs. Alors, sur le sucre, on l'a ici,
Daddy a créé l'événement en basculant depuis juin sa gamme de sachets en polyéthylène transparent sur un nouveau matériau, le papier craft. Un choix qui permet d'alléger de 20% le poids de l'emballage et de diminuer de 72% la quantité de plastique utilisée. Le nouveau sachet est recyclable, excepté le bouchon qui se trie à part. Donc, dans les graines, les céréales du petit déjeuner, ici on en a des exemples. Dans la poudre chocolatée, les crêpes fourrées, des sachets en papier se développent et arrivent sur le marché avec ou sans fenêtre. Nestlé a d'ailleurs confirmé la semaine dernière lors de nos ateliers de l'emballage que de nouveaux développements allaient se faire peut-être plus mainstream sur du sachet en papier, alors qu'ils avaient déjà développé une référence un peu plus premium sur leur Nesquik avec un sachet en papier. Alors, le papier a beaucoup d'atouts. Tu le disais tout à l'heure, Christophe, il bénéficie d'une image de matériaux écologiques auprès du consommateur. Il est recyclable dans la filière papier-carton. Mais ma première question, Christophe, est la suivante. Peut-il, ce papier, complètement se passer de plastique pour se développer sur ces différents marchés? Alors, c'est passer de plastique aujourd'hui, ça paraît quand même compliqué, hein. Je considère aujourd'hui que c'est impossible si on veut essayer de généraliser un maximum d'applications, l'utilisation de ces matériaux-là sur un maximum d'applications. Je peux citer par exemple des produits humides ou des produits gras qui, pour le coup, vont avoir besoin d'étanchéité. Donc, pour sécuriser cette étanchéité, on va devoir utiliser des solutions les plus sécurisantes possibles. D'ailleurs, tous ces sachets-là et toutes ces applications utilisent encore une couche D'accord. Oui, des soudants PE qui sont relativement épais. On le voit lorsqu'on veut juste essayer d'un petit peu de déchirer ce papier-là. On voit une membrane plastique qui peut être pour certaines solutions un peu importante. Et c'est normal parce que on va essayer de combler notamment des petits interstices. Je prends par exemple ici en dessous, c'est là où on a des opérations de rabat de matériaux. Donc il faut pouvoir combler ces interstices-là de manière à pouvoir garantir l'étanchéité au maximum. Et je dirais, plus les matériaux sont épais et plus on a besoin de soudants pour pouvoir apporter ces garanties-là. Ok. Est-ce que ça pose justement des difficultés techniques dans la mise en œuvre de ces emballages sur les machines existantes, en tout cas quand on veut remplacer un film souple en plastique par du papier? Alors oui, et puis en particulier sur ce qui est sur les solutions de sachets, c'est d'autant plus complexe parce qu'on va avoir différents types de machines. On va pouvoir partir, là on voit bien sur la présentation, il y a différents types de sachets. Donc ici on a du sachet Doypack, on a de la poche qui tient debout. Voilà, ici on peut avoir du Flowpack vertical. Donc on voit bien qu'il y a aussi une multitude de machines et puis aussi on a plein de configurations de sachets possibles, donc avec des soudures cuir-chair, des soudures chair-chair. Donc je dirais chaque configuration de sachet et chaque couple d'emballage machine aura sa solution. Donc on voit bien la difficulté sur ce marché à pouvoir trouver des solutions généralistes. Donc ça nécessite effectivement des tests machines au cas par cas. Oui. Des tests machines assez poussés. Et puis, dans la plupart des cas, alors je prends un titre d'exemple des machines d'ensachage vertical. Il faudra changer les conformateurs parce qu'on sera sur des solutions de film qui seront beaucoup plus épais, beaucoup plus épaisses. Il faudra peut-être aussi aménager les conditions de scellage, alors soit peut-être avec des outils spécifiques qui seront usinés avec un profil de scellage de manière à avoir parfois une pression de soudure homogène avec les phénomènes de recouvrement des soudures cuir-chair ou chair-chair, et aussi il faudra peut-être aménager les paramètres de soudure avec des critères de temps, de température, qui peuvent aussi impacter les cadences. Voilà. Okay. Donc, sujet éminemment difficile.
Oui, et on en revient aussi à ces problématiques de cadence, peut-être même de coût matière, tout comme on a pu le voir tout à l'heure sur la barquette thermoformée en papier. Oui, c'est ça. Alors, j'aurais plutôt tendance à dire que, au-delà du coût de la matière première qui forcément sera impactée, j'ai peur que ce soit plus les conditions d'industrialisation, en particulier. Je pense qu'il y a un vrai sujet sur le passage de ces matériaux-là dans des hautes cadences. Voilà. Donc, Ok. ce que j'ai pu voir, c'est que il y a quand même pas mal de soucis. Et puis, il faut pouvoir gérer aussi les accélérations machines, les décélérations machines pour éviter un maximum les phénomènes de déchirure. Donc ça c'est un point d'attention et il ne faut pas négliger le temps à passer pour pouvoir optimiser le couple emballage-machine notamment. Ok, très bien, c'est noté. Au passage, on sait que le papier n'a pas encore dit son dernier mot, puisque le centre technique du papier, notamment, travaille activement pour lui apporter de nouvelles propriétés barrières, de nouvelles fonctionnalités, tout en conservant sa recyclabilité. L'objectif étant, in fine, justement de pouvoir se passer de cette couche PE et d'aller vers du 100% papier, qu'on pourra même souder peut-être sans cette couche grâce aux soudures à ultrasons et aussi pour éviter les cols. Donc il y a différentes technologies qui vont arriver sur le marché qui sont prometteuses, d'induction, de chromatogénie, de microfibrils de cellulose et qui pourront apporter notamment des propriétés barrières non seulement à l'humidité mais aussi aux graisses par exemple. Et donc demain, voilà, on pourra sûrement trouver, enfin demain ou après-demain, trouver sur le marché des solutions qui pourront se passer de cette couche de plastique. Alors, toujours sur le papier carton, mais cette fois sur les emballages rigides, prenons l'exemple de ce pot qu'on a ici, le pot Saint-Hubert, qui a substitué le polypropylène par une solution constituée à 70% de papier carton. Alors, Christophe, quelle est la particularité de ce pot et en quoi il est intéressant? Alors, merci Karine. Alors effectivement, je tiens quand même à dire que c'est le premier pot dans le domaine de la margarine qui est constitué majoritairement en papier carton et donc qui est recyclable dans la filière papier carton puisque il est supérieur enfin, le taux de fibre est supérieur à 50%. Donc ça le rend forcément éligible à la filière de papier carton. C'est une alternative assez forcément intéressante parce que on va permettre justement d'alléguer peau recyclable plus rapidement, en tout cas par rapport aux solutions de peau PP conventionnelles. Même chose, hein, on a la possibilité d'utiliser des fibres gérées durablement. Donc ça, en l'occurrence, on est certifié FSC pour ce pot. Et là où c'est intéressant, c'est que des intervenants comme Seda ou Huhtamaki, hein, qui sont les principaux intervenants sur ce genre de solutions d'emballage, vont pouvoir proposer des complexes papier-carton avec des propriétés de barrière, notamment au gaz et à l'oxygène. Donc c'est en cela où ça donne quand même une possibilité une ouverture sur différents panels de solutions techniques, notamment pour d'autres applications. Alors pourquoi pas des applications sous atmosphère modifiée. Voilà, donc ça c'est assez intéressant. D'accord. Est-ce qu'il y a des points de vigilance à observer malgré tout, ou est-ce que cet emballage n'a que des qualités? Alors, en termes d'aptitude à l'usage, alors il y a ce pot Saint-Hubert qui, je pense, remplit absolument toutes les fonctionnalités hein, en termes d'aptitude à l'usage. Par contre, je crois qu'il y a des solutions aussi dans le domaine du surgelé, dans le domaine des glaces, hein, notamment avec des formats type 1 litre ou 900 grammes. Là, pour le coup, on peut penser que ça peut présenter un frein à l'usage parce que, en l'occurrence, si on veut essayer de former sa boule de glace, le matériau aura tendance à se déformer par rapport aux solutions classiques en PP rigide. On a moins de rigidité. Voilà, on a nettement moins de rigidité. Pour autant, l'emballage est pas si sensible que ça à l'humidité et au choc thermique. Donc, bon, a priori, ça semble convenable en tout cas en termes d'acceptabilité conso. Donc, je pense que ça, globalement, c'est plutôt bien perçu. Hein, ça, c'est indéniable.
On le trouve effectivement sur notamment Carte d'Or qui a développé cet emballage-là, et puis sur des glaces marque repère aussi en bac, absolument. carton. Alors autant sur les grands formats, je pense que c'est complètement pertinent et particulièrement adapté parce que on va très vite retrouver un gain environnemental à basculer sur les solutions en papier. Par contre, peut-être un petit point de vigilance sur les petits formats, et en particulier sur les formats ronds, parce que si on fait des analyses de cycle de vie, on va être obligé de prendre en compte notamment des taux de déchets. Et je rappelle juste que sur des formats ronds, lorsqu'on veut, par exemple, assembler un emballage comme celui-ci, je rappelle c'est un emballage multipièce, hein, donc on va devoir en amont découper des disques pour le couvercle, pour le fond. On a une forme qui est un petit peu tronconique, hein, donc ça se traduit forcément par des découpes carton qui sont légèrement arrondies. Et donc, on va retrouver un taux de déchets à la découpe en amont qui sera relativement important, hein, de l'ordre de 20, je dirais 20% et parfois 30-35%, notamment pour la découpe des disques. Donc, c'est des conséquences assez importantes en termes d'analyse de cycle de vie et qui peuvent parfois faire basculer une solution au profit de l'autre. Ok, même si ces chutes finalement restent elles-mêmes recyclables. Voilà, mais en fait ces chutes correspondent à des matériaux qui sont déjà complexés avec des polyéthylènes et parfois des matériaux barrières. Donc ça les rend quand même malgré tout un peu difficiles à recycler. Et voilà, donc ça c'est les points de vigilance. Et d'autant plus que dans le domaine des pots injectés IML, aujourd'hui, on arrive à faire des pots de même contenance qui ont un poids relativement faible, hein, parce qu'aujourd'hui, on injecte avec des parois minces. Voilà. Donc, je rappelle juste que pour les analyses de cycle de vie, le principal facteur d'impact, c'est quand même la mise en jeu des matériaux de base. Donc, sur un pot PP, on pourra avoir un pot PP injecté IML à 6-7 grammes. Et là, sur ces solutions-là, on sera quand même à 10-12 grammes. Donc, attention. Ok. En termes d'ACV, on n'est pas garanti d'avoir une meilleure ACV avec ce type de pot. Voilà, c'est ça. Et malgré la recyclabilité. Ok. Après, il faut aussi faire rentrer en ligne de compte la perception consommateur, qui est non négligeable. C'est ça. Voilà, il faut trouver un équilibre entre tout ça. C'est ça. Vaste sujet et ô combien délicat de toute façon. Ouais. Alors, il est un marché par ailleurs qui évolue aussi beaucoup sur le plan de l'emballage, c'est celui du lait UHT. On y voit arriver de nouvelles solutions comme ces briques Tetra Pak biosourcées à 82% utilisées par Agrilait sur des références de lait bio. Donc, ce sont des briques qui conservent encore une couche d'aluminium, mais dont la partie plastique a été remplacée par du plastique biosourcé. On a aussi l'exemple de la brique SIG, Signature, je crois, qui élimine la couche d'aluminium pour le coup, qui a été déployé par Candia, on le voit ici, et par Terra Lacta, notamment sur son lait Failles. Ces deux références mettent en avant une réduction de 28% de l'impact carbone de la brique par rapport à la précédente. Alors Christophe, est-ce que tu peux nous rappeler déjà quelle est la problématique de recyclabilité sur ce marché de la brique? Oui, alors aujourd'hui, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que on ne recycle que la partie fibre de cette brique alimentaire. Donc, une brique, hein, c'est constitué majoritairement de fibres, forcément, mais aussi parfois d'un complexe, essentiellement polyéthylène, et avec une barrière aluminium pour pouvoir apporter, je dirais, toutes les propriétés barrières, et notamment les barrières à la lumière en ce qui concerne le lait. Donc la problématique du recyclage, c'est la gestion de ce mix polyéthylène-aluminium, hein, pour lequel on ne sait pas trop quoi en faire finalement. Et je crois qu'il y a Veolia qui revalorise cette matière pour en faire des bons publics, je crois. Effectivement, on est dans le domaine du downcycling, c'est du recyclage en boucle ouverte.
Oui, on est loin encore de la boucle fermée. Effectivement, cette Voilà. partie polyale, on dit qu'elle est valorisable, mais pour le coup, on n'est pas dans un retour, évidemment, Oui, à oui. l'alimentarité. Et je pense qu'on pourrait faire mieux, et on pourra faire mieux dans les mois, voire les années à venir. Alors pourquoi pas essayer de revaloriser via un processus de recyclage chimique, on pourra en parler tout à l'heure, parce que ça se développe dans le domaine des polyéthylènes, et puis après ça permettrait aussi de revaloriser la fraction aluminium. Voilà, il y a encore plein de choses à faire. Là déjà, le premier intérêt en matière d'ACV, c'est d'avoir réussi, en tout cas sur la brique SIG, à enlever la partie aluminium. Ouais. C'est déjà une belle avancée. Oui. Alors effectivement, bravo à Candia justement pour avoir été précurseur sur ce sujet-là. C'est une vraie avancée, hein, parce d'une part, on enlève quand même cette fraction aluminium qui pèse beaucoup sur l'analyse de cycle de vie. Je rappelle que transformer des aluminiums, c'est beaucoup d'énergie, donc ça se retraduit forcément sur l'analyse de cycle de vie au global. Et puis, en particulier, dans cette démarche-là, Candia a voulu mettre en avant des démarches de création de matières issues de déchets de bois. Donc, a voulu essayer de se passer de matériaux issus du pétrole pour pouvoir essayer de contribuer au développement d'une filière de polymères biosourcés via des démarches de mass balance. Donc, ça, alors, qu'est-ce que ce principe de mass balance? Donc, je rappelle que effectivement la part de plastique, donc de la brique et même du bouchon, hein, je crois, est désormais biosourcée et issue de ce principe de mass balance que tu vas nous expliquer. Tout simplement parce que c'est un peu complexe. C'est pas facile à expliquer. Alors, ce qu'il faut avoir en tête dans le principe de mass balance, c'est que dans un processus de production des matières plastiques, là pour le cas, on va essayer d'introduire des matières un petit peu spécifiques. Alors, c'est valable pour des matières qui sont issues du recyclage. Ça peut être aussi le cas pour des matières qui sont issues du végétal. Donc, on va essayer de réincorporer ces matières-là dans un processus de fabrication en complément de matières fossiles. Donc, ces matières-là, elles vont être pesées, elles vont être tracées, elles vont être enregistrées, et on va pouvoir allouer l'équivalent en quantité de carbone à certaines catégories de produits pour lesquels on va pouvoir alléguer un avantage environnemental. Donc, contribue au recyclage chimique pour certaines, ou contribue à la mise en œuvre de filières de polymères issus du végétal, par exemple. Voilà. Oui, c'est ce qui est expliqué, il me semble, hein, sur la brique, c'est contribue à la création d'une filière de valorisation de produits issus du végétal. On ne peut pas dire cette brique est 100% biosourcée ou issue du végétal, ça c'est un peu compliqué. Oui, ça permet quand même d'alléguer, en tout cas de tracer, ça c'est certain, la matière première. On a des contraintes d'éco-communication via justement la norme ISCC ou ISCC+. Donc, dans ce cadre-là, il faut être vigilant et puis avoir les bons réflexes en termes d'éco-communication. Ok. Alors, comme cette brique spécifiquement n'a plus d'aluminium, on se rend compte qu'elle est aussi peut-être plus sensible à la compression, peut-être moins résistante à la compression, ce qui explique qu'on ait utilisé en suremballage non plus un film de regroupement, mais un carton, en fait, pour rigidifier l'ensemble. Oui, alors, l'utilisation du carton, elle est peut-être multifactorielle. Hein. Je pense que ça peut être aussi un parti pris, parce que ça permet surtout d'éviter les films de fardelage thermorétractables, hein, qui sont communément utilisés sur le marché. Et là, pour le coup, on n'a pas forcément beaucoup de solutions pour se passer du plastique pétrosourcé aujourd'hui. Okay. Donc, je pense que c'est un parti pris. Et alors, est-ce que ça peut se retraduire dans l'analyse de cycle de vie global? C'est à voir, encore une fois, il faut faire l'exercice au cas par cas. Ceci dit, on n'est pas forcément obligé d'augmenter de manière très significative les poids des cartons pour pouvoir avoir des propriétés de résistance à la compression verticale, de tenue mécanique. Il suffit juste de choisir les bonnes qualités de papier, et je pense par exemple à substituer des matières recyclées et aller vers des matières vierges, craft,
qui vont avoir plus de résistance à la compression verticale, plus de résistance à la perforation, moins de sensibilité à l'humidité. Voilà, donc on a, voilà, chaque chose va pouvoir vraiment s'analyser au cas par cas. Ok, très bien. On va pouvoir prendre quand même quelques questions sur ces emballages en papier carton. Alors, y en a-t-il? Je vais voir, elles sont nombreuses. Amélie, je n'arrive juste pas à voir la première question. Ah, merci. Certains emballages sont éligibles à la filière papier-carton, mais ne vaut-il pas mieux rester sur une monomatière plastique qui possède une filière plutôt que sur des complexes qui seront difficiles à traiter? Ça, c'est la première question de Laurent Klein. Alors, pourrais je revoir la question parce qu'elle elle paraît pas simple comme ça. À la fois, d'un côté, on a la filière papier-carton, donc elle est aussi existante, mais elle peut donner lieu à peut-être à des complexes, et sachant que, du coup, tu vas me dire si je me trompe, mais pour l'instant, les emballages qui ont plus de 50% de matière papier-carton sont éligibles, effectivement, Absolument. à la filière papier-carton. Demain, ce pourcentage va peut-être évoluer. Dans certains pays étrangers, on est plus à 70-80% de la part de papier-carton pour pouvoir aller dans cette filière. Absolument. Donc, voilà, dans la question, il y a plusieurs éléments. Tu as raison, car oui, je le vois bien, ces différentes notions-là. Alors, comment répondre? Alors, effectivement, il faut essayer aussi de se transposer et se projeter vers ce que pourrait être ou ce que seront, en tout cas, les filières de recyclage. On peut faire des recommandations générales en disant voilà, il faut mieux aller vers tel type de matériaux ou tel type d'autres matériaux. Ce que je voudrais finalement, au travers de ma réponse, qui apparaît peut-être un petit peu évasive, c'est quel est l'impact environnemental global. Je pense qu'il ne faut pas céder à la tentation de se dire, ben voilà, mon emballage. Alors c'est un exemple, hein. Je vais pouvoir communiquer très facilement sur des critères de recyclabilité parce que je vais sensibiliser aussi un acheteur potentiel sur cette notion-là. Alors que, dans certains cas, l'analyse du cycle de vie sera peut-être défavorable. Je pense qu'il faut prendre un petit peu de recul et surtout se baser sur des fondamentaux que sont l'analyse de cycle de vie, avant tout. Alors après, j'entends aussi les démarches de certains metteurs sur le marché qui veulent mettre en évidence des critères de recyclabilité. Ça s'entend, ça se respecte. Alors après, ce sera d'autres difficultés et c'est surtout, je pense, des choix industriels majeurs. Voilà, donc. Complètement. Et dans un cas, on peut dire que quand on part sur du monomatériau en plastique, donc avec une filière de recyclage qui est existante ou qui va exister, on reste malgré tout aussi sur une matière, si on n'est pas encore sur de la matière recyclée, on est sur de la matière vierge d'origine fossile, Oui. Là où on est sur du matériau d'origine qu'on qualifie de durable. Oui, effectivement. Donc, il faut pas opposer les deux, mais malgré tout, c'est un argument aussi quand on veut se dire je veux me passer de matière d'origine fossile, par exemple. Oui, c'est ça. Alors, c'est vrai, ça fait partie des démarches un petit peu multifactorielles. Donc, on va aussi poser ces éléments de stratégie de développement d'emballage pour pouvoir parfois communiquer ou pas. Donc, on va chercher aussi à utiliser des matières issues, alors plus durables, hein, alors que ce soit issues du végétal, que sont par exemple les fibres papier carton, mais ça peut être aussi des plastiques. Voilà. Dans des démarches d'économie circulaire, parce qu'on sait très bien que ces matériaux-là seront considérés comme recyclables aujourd'hui ou à terme. Mais encore une fois, ne perdons pas l'idée que chaque solution a un impact environnemental et que voilà, les démarches d'éco-conception, c'est quand même la prise en compte de l'impact environnemental global. D'accord. Bon. Voilà. Et la fin de vie ou l'origine des matières n'est qu'un critère de choix parmi l'analyse d'impact environnemental. Ok, c'est bien à rappeler, je pense qu'on le rappellera encore au cours de ce webinaire.
Alors, on continue notre petit marathon de l'innovation. Au rayon lait, toujours, vient d'arriver un nouveau matériau, le RPET opaque. Donc, on a un exemple de bouteille ici, sur lequel vous pourrez d'ailleurs lire un article dans notre numéro de décembre qui vient de paraître. Donc, le PET opaque a été choisi il y a quelques années par la laiterie Saint-Père, la laiterie Saint-Denis de l'Hôtel notamment, car ce matériau est léger, il permet des cadences machines élevées et son bouchon est étanche sans opercule. Alors, Christophe, quelle est la problématique du PET opaque et de sa recyclabilité? Parce qu'il me semble que ça a posé souci à la filière du PET clair. Oui, notamment. tout à fait. Alors, Ou coloré. coloré Ouais. en particulier. Donc, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ces matériaux-là, les PET opaques et colorés, sont essentiellement recyclés sous forme de fibres. Et la problématique qui date de 2016-2017, me semble-t-il, était que les filières d'extrusion de fibres étaient parfois bouchées parce que les PET opaques contenaient une part assez importante d'opacifiants minéral, de charges minérales opacifiantes. Okay. Donc ça pouvait générer des problématiques de recyclage. Et depuis, il y a eu un taux maximum de charges minérales opacifiantes qui a été instauré, qui je crois de l'ordre de 4%. D'accord. La volonté ici a été de justement mettre en place une filière de recyclage dédiée pour fonctionner en boucle fermée de façon à réincorporer du PET opaque recyclé, d'où cette couleur grise. Oui. Ça peut poser question. Je sais que c'est testé et ça a été testé par Intermarché et aussi par Carrefour qui l'utilisera prochainement. Parce que l'enjeu ici, ça va être quand même l'acceptation consommateur. Au-delà des problématiques techniques de la mise en place de la filière, un des enjeux, ça va être quand même l'acceptation consommateur. Oui, oui. Alors je vois à l'écran, elle paraît. Je suis assez surpris parce que je l'avais pas vue jusque-là. Je l'ai vue essentiellement via des photos sur Internet notamment. Alors à l'écran, elle paraît beaucoup plus claire, mais là, je vous assure que là, elle est assez foncée et elle me fait penser aussi à certaines bouteilles où il y a des laits chocolatés. Donc je pense que effectivement, au premier abord, en termes de perception consommateur, il peut y avoir un peu de perturbation quand même à 1 mètre, en tout cas à 3 mètres et à 1 mètre de distance. Par contre, ça peut être intéressant après avoir, je pense, expliquer la démarche, vulgariser cette démarche auprès du consommateur. Et je pense qu'il peut assez facilement adhérer parce que ça correspond finalement à un parti pris. Et peut-être que, en tout cas je le souhaite, à terme, ça peut faire sens auprès du consommateur. C'est ce que nous a expliqué d'ailleurs Intermarché, c'est-à-dire que quand ils ont réalisé leur test, de prime abord, l'accueil est peut-être un petit peu froid, et dès lors qu'on explique la démarche avec un maximum de pédagogie, c'est du coup compris et accepté. Donc là, plus que tout autre emballage, je pense que ça nécessitera un gros effort de pédagogie pour le faire accepter par le consommateur. Sans aucun doute. Et Carrefour nous a confirmé la semaine dernière, toujours aux ateliers de l'emballage, donc que des laits Carrefour bio allaient aussi être lancés sur le marché en bouteille en RPET opaque avec la laiterie Saint-Denis de l'Hôtel. Donc ça, ce sera en début d'année prochaine, toujours au sein du même consortium qui regroupe Citeo, Paprec, les fabricants de préformes SGT et PDG Plastique. Mais la problématique aujourd'hui est celle aussi de la disponibilité matière sur forcément cette toute nouvelle filière en construction. Et Emmanuel Vassenex, le président de LSDH, disait il y a peu de temps rechercher 2000 tonnes de PET opaque pour créer la filière. Donc, reste donc encore à organiser la collecte, le tri, voire le surtri. Mais voilà, c'est déjà une première démarche et c'est assez prometteur. Et ça a été déjà le fruit d'un travail de plus de 2 ans
pour créer vraiment une nouvelle matière, pour le coup, qui n'existait pas. Et le RPET opaque et la faire aussi du coup validée auprès de l'EFSA. Donc ça a été un gros travail d'éco-conception, en tout cas pour rebondir face à une difficulté que le RPET opaque avait rencontrée. Oui, tout à fait. Alors là, pour le coup, effectivement, on cherche aussi à capter un maximum de matière avec ce genre de message-là. Et puis on essaie de rallier à la cause aussi des PET opaques un maximum d'intervenants metteurs sur le marché. Ça traduit juste aussi une problématique qui est quand même la collecte. Ouais. La collecte et le captage de cette matière-là. Et le point faible aujourd'hui, c'est quand même le geste de tri. Hein. Il y a encore une bouteille sur deux qui est triée et réellement recyclée. Donc, s'il n'y a pas aussi un effort de la population très significatif pour pouvoir vraiment améliorer ce taux de tri, on sera systématiquement obligé d'utiliser aussi une fraction de matière vierge pour pouvoir réalimenter le marché. Donc on voit bien que dans ces démarches-là, la boucle est fermée à sa limite parce qu'on va parler aussi de fuite des plastiques. Complètement. On ne peut pas, effectivement, il se dit que le PET peut assurer 7 à 8 cycles peut-être de recyclage. Oui, c'est ça, c'est ça. Alors ça, ce sont des limites techniques, plutôt à l'échelle laboratoire, où on va observer aussi des limites en tout cas des diminutions des caractéristiques mécaniques des PET. Donc il y a d'autres solutions à terme, c'est-à-dire qu'à un moment donné, une fois qu'on est dans ce phénomène de diminution des propriétés mécaniques, qu'est-ce qui va se passer aussi d'un point de vue sécurité sanitaire? On peut ne pas être à l'abri de phénomènes, en tout cas d'interrogations de ce genre. Voilà, après, il y aura d'autres solutions de recyclage mécanique et je le souhaite, de recyclage chimique pour pouvoir, on va dire, régénérer ces matières-là de manière efficiente et efficace, avec un retour aux propriétés mécaniques et surtout un retour à l'aptitude au contact alimentaire. Oui, qui est obtenu ici, ça a été validé effectivement. Voilà. Sur un processus de décontamination mécanique, mais effectivement sur un processus de recyclage chimique, ce sera d'autant plus sécurisant. Très bien. Alors on reste sur ce sujet du plastique, mais sur les emballages souples cette fois. Donc à défaut de vouloir passer sur du papier, on peut aussi prendre l'option du monomatériau sur les emballages souples. Alors, quelle alternative recyclable se présente aujourd'hui sur le marché du souple en mono et pour quel type d'application? Alors là, on a vu récemment des applications de sachets type Doypack ou sachets tient debout. Alors en monomatériau, essentiellement en PE, avec parfois ou pas des propriétés barrières au gaz. Donc ça, c'est très très intéressant parce que ça ouvre la voie à des perspectives de recyclage mécanique. Et on voit aussi arriver sur le marché, donc ça c'est des démarches qui ont été plébiscitées, en tout cas poussées par Legatech, donc très très intéressantes également dans le domaine des films thermoformables en ligne pour les applications sous atmosphère modifiée et puis pour des applications sous vide aussi, parce que il y a beaucoup d'applications de ce style-là qui manquent de solutions techniques en vue de la recyclabilité. Alors, effectivement, on peut être dans le domaine des films souples un petit peu frustré du retard qui a été un petit peu pris, ou en tout cas de l'absence de filière de recyclage des PP souples, parce qu'aujourd'hui, il y a des applications qui nécessitent des traitements thermiques, type réchauffage au micro-ondes par exemple, ou traitement thermique de stérilisation ou d'apertisation, pour lesquels il n'y a pas de solution de film recyclable. Voilà. La seule solution, c'est d'utiliser des films PP, qui vont être les seuls. Bon, j'imagine que tout le monde connaît, mais qui vont être les seuls à pouvoir résister à ces traitements thermiques et qui seront à terme recyclables. Mais pour le coup, on est obligé d'attendre et on est dépendant de la mise en place de la filière pour pouvoir alléguer
emballage recyclable à terme. Ok, donc dans l'immédiat, on dispose d'une filière, c'est celle du PE. Du PE souple. On voit en mono-PE, effectivement, des applications arriver sur le marché. On peut citer donc le sachet de M&M's qu'on voyait tout à l'heure, de 300 grammes, qui est actuellement testé par Mars. Également un emballage souple à base de polyéthylène développé par Legatec et OREP pour Jacques Brossard, et qui a obtenu un Oscar de l'emballage par nos confrères il y a peu de temps, et qui offre des barrières élevées pour le conditionnement sous atmosphère protectrice des produits de panification. On peut aussi parler de la future gourde pomme-pote de Materne qui sera développée en mono PE, alors que son concurrent, lui, a plutôt opté pour le mono polypropylène, justement. Alors la marque Andros vient de gagner, alors peut-être une première bataille juridique face à Materne, qui l'accusait justement de mettre en avant une allégation fallacieuse de recyclabilité sur la gourde en mono polypropylène. Alors qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut considérer comme recyclable sur les emballages souples, et comment aussi se comportent ces emballages souples en centre de tri, parce que toute la difficulté est là aujourd'hui. En fait. Oui, absolument. Alors, il n'existe pas aujourd'hui de définition de ce qu'est un emballage souple et un emballage rigide. Hein, donc, tout ça, c'est à analyser effectivement au cas par cas, via des tests dans les centres de tri. Il y a des tests effectifs. Alors, on va opérer forcément une séparation mécanique entre les souples et les rigides, mais il y aura effectivement des emballages un petit peu mixtes, intermédiaires. Donc, le comportement sera mi-souple, mi-rigide. C'est le cas des gourdes. C'est le cas notamment des gourdes, qui est essentiellement lié à la fraction rigide, notamment le bouchon, qui peut représenter dans certaines solutions entre 40 voire 50% du poids total de l'emballage. Donc c'est en ça où éventuellement ça peut être un frein à la mise sur le marché, en particulier pour les solutions PP, parce qu'on ne bénéficie pas aujourd'hui de la filière de recyclage des PP souples. Alors, ce qui se passe pour la problématique qui oppose Materne et Andros, effectivement, il y a un contentieux qui est en cours, qui va créer certainement des précédents juridiques. Voilà, alors on est tous un petit peu partagés parce que, et c'est dommageable, mais... Est-ce que les deux solutions, finalement, elles sont intéressantes et elles vont dans le bon sens? Absolument, elles vont dans le bon sens. Il faut rappeler quand même. Voilà, elles vont dans le bon sens, et que ce soit des solutions mono-PE ou mono-PP, à terme, elles seront donc recyclables dans les filières souples comme dans les filières rigides. Ok. La seule question, c'est ce qui peut, moi, me gêner, c'est le rapport à la règle. Alors, c'est vrai que dans les textes de loi aujourd'hui, on n'a pas c'est pas écrit, on n'a pas le droit de dire recyclable, voilà. Mais en l'absence de contexte législatif très précis, et surtout à l'échelle nationale, qu'est-ce qui fait foi? C'est les bonnes pratiques professionnelles et c'est les normes. Alors, la norme, aujourd'hui, on ne peut pas alléguer qu'une gourde en polypropylène est recyclable au sens de la norme ISO 14021. Voilà, parce que la filière n'est recyclable qu'un emballage qui est réellement recyclé, qui dispose à l'échelle nationale une filière de recyclage adaptée. On est dans une étape aujourd'hui d'extension de consigne de tri, donc le rapport à la règle, c'est que on n'a pas le droit d'alléguer emballage recyclable. Même si son comportement en centre de tri peut aller dans le sens techniquement d'une recyclabilité, en fait. Oui, c'est ça, mais je dirais on peut faire aussi un parallèle avec tout ce qui est barquettes operculées, c'est-à-dire qu'on peut aujourd'hui les mettre sur le marché et choisir des solutions qui sont complètement recyclables, ready to recycle ou OK recycle, oui. Mais pour autant, on ne peut pas alléguer parce que on est en phase d'extension de consigne de tri. Tout n'est pas encore complètement calé. Et d'ailleurs, on attend un décret prochainement concernant les évolutions des consignes de tri qui vont finalement permettre aussi, par voie de conséquence, de réaffirmer ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Complètement.
Voilà. Bon, merci pour cette précision d'importance. Le monomatériau est aussi un objectif pour les barquettes rigides en plastique. On l'observe sur le marché, notamment des protéines fraîches, avec un exemple ici de Maître Coq de LDC qui propose une barquette en mono RPET, en mono PET, qui intègre de la matière recyclée, donc fournie par Furch, je crois. Là, de la même façon, sur le marché enfin, en tout cas sur la barquette rigide operculée, on a deux alternatives qui sont possibles, le mono PET et le mono polypropylène. Oui. Et comment finalement s'opère le choix entre l'un ou l'autre? Est-ce que ces solutions permettent aussi d'obtenir les mêmes propriétés barrières que les complexes qu'on peut avoir aujourd'hui? Ouais. Alors, on pourrait peut-être même envisager aussi, mais ça reste encore à l'étude avec la mise en place de la filière PS, donc les barquettes PS, Oui. qu'elles soient rigides ou en PSE. Donc ça fait partie des solutions actuelles mises sur le marché et puis défendues en tout cas par la profession. Donc on a on va dire deux options certaines et puis une troisième option qui reste à l'étude, qui sont les PET mono, les PP avec éventuellement un petit peu de barrière VOH et puis les PS, et on espère que ce sera potentiellement recyclable. En tout cas, je le souhaite personnellement. Ok. Les PET, eux, n'ont pas besoin de barrière EVOH, et c'est même contre-indiqué? Alors oui, c'est contre-indiqué pour obtenir de la recyclabilité, oui. D'accord. Alors après, en particulier sur les viandes fraîches qui ne nécessitent pas forcément beaucoup en tout cas des propriétés de barrière renforcées, les barquettes en PET sont largement suffisantes. Ok, très bien. On peut se poser la question de l'avenir du PET PE qui a été largement utilisé. Je sais qu'en Espagne, c'est quelque chose qui est, je crois, encore proposé. Et on propose même des filières de recyclage, me semble-t-il. Alors en France, c'est complètement exclu? Alors absolument, hein, on n'envisage pas du tout de pouvoir recycler des PET PE. Au contraire, hein, voilà, c'est acté que ces solutions-là seront considérées comme non recyclables, car le PE sera en quantité suffisante pour pouvoir être considéré comme perturbateur du tri. Alors j'entends effectivement des solutions de ce type qui concernent une entreprise qui est basée en Espagne, me semble-t-il. Alors je crois que cette entreprise ne recycle que des lisières. Donc elle ne fait pas de recyclage post-consommateur de barquettes. J'ai cru comprendre également que Citeo s'était mis en relation avec cette entreprise-là, mais que malheureusement les discussions ou les tentatives de test n'avaient pas abouti. Donc ce qui montre bien que aussi le fait de récupérer et de revaloriser des barquettes post-consumer comporte certaines contraintes qui sont parfois difficiles à gérer. En tout cas, c'est pas le modèle, ce type de recyclage ou de technologies qui sont proposées en Espagne ne correspondent absolument pas au modèle de recyclage mécanique qui va être déployé à l'échelle nationale. Ok. Et quels sont, alors assez rapidement pour qu'on puisse avancer sur nos différents exemples qui restent, oui. Quelles sont les conditions de recyclabilité de ces barquettes operculées, puisque l'opercule lui-même peut poser souci voilà. Dans le recyclage? Alors en particulier pour le PET, parce que ça fait partie des grands sujets du moment. Alors il faut que l'école, en tout cas l'école des étiquettes, soit lavable. Il faut minimiser forcément la part de fibres papier-carton au maximum. Et surtout, les grands points d'intention, c'est de choisir un opercule qui ait une densité inférieure à 1. Et idéalement le plus proche possible de 0,95 pour pouvoir favoriser la séparabilité des constituants par flottaison. Voilà. Là, c'est toute la difficulté d'obtenir quand même cet opercule avec une densité inférieure à 1. Oui, tout à fait, parce qu'on va aller s'orienter vers des matériaux le plus possible constitués de polyolépine. Et malgré tout, il faut pouvoir souder sur un PET et il faut pouvoir, je dirais aussi, rendre ces films d'operculage parfaitement mécanisables. Donc, ça nécessite des choix assez fins de matériaux pour pouvoir assurer
le passage machine, le respect des cadences, les propriétés barrières au gaz, les propriétés barrières aux UV, pour certains types de produits alimentaires qui sont sensibles à la lumière, et surtout l'étanchéité. L'étanchéité dans des conditions industrielles où on peut rencontrer parfois, souvent, des problèmes de contamination des aplats de soudure. Alors, soit avec de l'eau, de la saumure, de la matière grasse. Donc ça, c'est les principaux contaminants qui sont assez difficiles à gérer pour l'operculage sur les parquettes en APET. Oui, parce que le PET n'est pas réputé pour être facile à souder, notamment voilà. Alors, lorsque la barquette est souillée. Voilà, c'est ça. Et donc, alors on arrive à trouver quand même sur le marché des couples de films inférieurs, films supérieurs qui sont plus tolérants. Donc là, pour le coup, il faut travailler le sujet. Ok. Très bien, on reste sur le mono PET, mais sur les pots de yaourt, cette fois avec l'exemple de Danone, qui a pris l'engagement de sortir du polystyrène en 2024 en Europe et qui a lancé une gamme donc de pots en mono PET. Alors, Christophe, est-ce que tu peux nous décrire donc la composition de ce pot et est-ce qu'on peut considérer qu'il est recyclable? Est-ce que c'est une bonne alternative pour le marché? Alors, je suis un peu gêné. Pourquoi donc? Je reconnais que c'est une belle avancée parce qu'on va pouvoir gérer l'operculage sur des machines conventionnelles d'operculage dans l'environnement laitier. Donc c'est une belle avancée technique. Malgré tout, ce pot, donc si je peux aussi reprendre par la description de la composition de ce pot, donc il est en APET mono, il contient à peu près 30% de matière recyclée, donc c'est bien pour entamer des démarches d'économie circulaire. L'opercule, il est en PET. La banderole est également en PET avec une colle qui est lavable, donc dans les conditions de recyclage. Malheureusement, alors comme souvent, il n'est pas rare de retrouver l'opercule directement dans les pots de yaourt. Donc, je pense qu'il faut s'attendre aussi à retrouver cet opercule-là dans les pots, et y compris forcément la banderole, qui va avoir tendance à se détacher dans le processus de lavage et de recyclage. Le fait qu'elle soit respectivement la banderole en PET et l'opercule en PET va poser un gros souci de recyclabilité parce qu'on n'est pas du tout, malheureusement, dans les recommandations de Citeo. Ah d'accord. Voilà. On aurait pu penser à l'inverse et en fait, ce n'est pas le cas. Et non, c'est pas le cas. Citeo ne recommande absolument pas l'utilisation de films souples PET dans la filière des PET rigides, parce que c'est vraiment identifié comme un perturbateur du tri de recyclage. Ok. Alors sur ce marché de l'ultra frais, il y a d'autres alternatives et donc le polystyrène qui est aujourd'hui très largement utilisé sur le marché de l'ultra frais et certains concurrents du coup de Danone optent plutôt pour la mise en place d'une filière de recyclage du PS. Sur ce point, on a eu très récemment, donc en début de semaine, des informations sur Total, Intraplace et Yoplait qui viennent de mener avec succès un test permettant d'utiliser du polystyrène certifié recyclé chimiquement. Oui. Pour reproduire des pots de yaourt. Et donc là, on rentrerait vraiment dans une vraie circularité. Ça peut être une alternative intéressante pour le marché, ce qui n'obligerait pas, pour le coup, les industriels à modifier leur ligne, parce que la grosse problématique, elle est là aussi aujourd'hui. Absolument, oui. Donc là, on sait que pour pouvoir passer ce genre de matériaux type PET, ça nécessite aussi des investissements machines non négligeables pour pouvoir passer ces matériaux-là dans les machines forme fil cils conventionnelles. Donc ça nécessite des investissements pour les outils de découpe. Et puis pour aussi la fonction sécabilité aussi qui est une solution franco-française. Qu'on n'a pas avec le PET. Là, c'est moins difficile en tout cas, qui est un enjeu de la mécanisation des PET mono dans le domaine laitier, chose qui est naturellement acquise de par les propriétés cassantes du PS. Voilà, et donc ça justifie d'autant plus le maintien le plus possible de ces solutions en PS pour les applications en ultra frais. Très bien.
On arrive sur un autre cas et très rapidement, on va passer sur ce cas-là pour passer un peu plus de temps sur le dernier. Là, c'est l'intégration de matières recyclées toujours. On parlait de RPS tout à l'heure. Là, on est sur du RPP, du polypropylène recyclé réintégré ici, on voit le pot de Magnum et puis même dans des sachets souples. Alors, juste en quelques mots, comment on peut expliquer on puisse réintégrer du PP, voire même du PE recyclé, alors qu'aujourd'hui, seul le PET bénéficie d'une autorisation de retour au contact alimentaire. Voilà, effectivement, le PET bénéficie aujourd'hui de processus de lavage et de recyclage, de régénération qui sont agréés en tout cas autorisés par l'EFSA, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui pour les flux de recyclage des polyolefines, polypropylène, polyéthylène, où on n'arrive pas aujourd'hui à décontaminer de manière efficiente ces matériaux-là pour un retour au contact alimentaire direct. Et ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que le recyclage mécanique des polyolefines a tendance aussi à dégrader la nature du matériau. Donc on va à la fois perdre en propriété mécanique, mais aussi en propriété, je dirais, en tout cas en aptitude au contact alimentaire d'une manière générale. Et de protection du produit. Voilà, c'est ça. Ok, donc là, le recyclage chimique, ça peut être une opportunité de revenir absolument. À la matière vierge, en fait. Ça fait partie de ces options de fin de vie où le recyclage chimique permet de régénérer une matière, pour lui conférer, je dirais, les mêmes propriétés mécaniques, les mêmes propriétés barrières, et aussi pouvoir se prémunir de problèmes liés à l'aptitude au contact alimentaire ou problèmes de contamination diverses. D'accord. Ce sont d'ailleurs des matières qui seront régies, si elles sont obtenues par recyclage chimique, par les mêmes règles que finalement les plastiques d'origine, les plastiques vierges en fait. Oui, tout à fait. Hein. Ok. Et enfin, une dernière famille d'emballages que nous allons aborder ensemble, alors qui mériterait un webinaire elle toute seule, celle des emballages biosourcés, dits compostables, enfin biosourcés compostables, puisqu'on peut avoir des biosourcés non compostables, mais cette fois-ci on reste sur les compostables, comme ce sachet de graines, donc juste bio. On a un exemple ici, voilà. Donc qui est un emballage fabriqué par TIPA. C'est un emballage complexé doté de propriétés barrières à l'humidité, à l'oxydation. Akibio adopte aussi un film TIPA sur des produits surgelés, mais cette fois-ci dans une version home compost. Sur le marché, on trouve aussi du PLA, de l'acide polylactique. Alors, plus difficile à composter, on va le voir ensemble. En tout cas, en compost, c'est compliqué. L'application la plus médiatique est celle de la vegan bottle, par exemple, de Lee's Packaging. Alors, Christophe, ces emballages compostables sont-ils de bonnes alternatives aux emballages souples en plastique? Dans quelles conditions ils peuvent avoir du sens? Alors ça, c'est un vaste sujet. Oui. C'est intéressant qu'on l'ait gardé en 10e position. Oui, c'est un sujet qui mérite finalement un webinaire à lui seul. C'est une question complexe parce que dans certaines situations, ça peut être complètement pertinent et dans d'autres non. Je prends par exemple les sachets de thé ou les capsules de café où on va avoir des résidus de produits. Donc là, le fait d'avoir en tout cas des matériaux plastiques qui sont compostables peut apporter une réponse, en tout cas à la fin de vie, à une fin de vie plus respectueuse de l'environnement. Donc ça, c'est indéniable. Par contre, il y a également des fausses bonnes idées aujourd'hui, et ça c'est aussi lié à la réglementation sur les fruits et légumes, là, notamment. Il va bientôt être interdit de pouvoir conditionner des fruits et légumes de moins de 1,5 kg dans des emballages plastiques. Les films, je rappelle juste que les films plastiques, même compostables, restent des plastiques. Au sens de la loi. Au sens de la loi. Donc c'est vraiment une fausse bonne idée, en tout cas pour pouvoir apporter une réponse à cette échéance-là. Okay. Et puis il y a également des bouteilles en PLA qui peuvent aussi être considérées comme perturbateurs du tri et du recyclage, en particulier sur la filière PET rigide. Je dirais que il y a des compromis ou des partis pris à faire dans ces démarches-là. Ok, ce sont des emballages qui peuvent apporter une réponse pour
tous les emballages en plastique qui pourraient éventuellement fuiter dans la nature, par exemple? Oui, oui. Alors, encore une fois, c'est assez complexe parce qu'on a un contexte qui n'est pas forcément favorable à la mise en marché de ce genre de solutions-là. Vous avez d'une part des études de l'ADEME qui ont mis en évidence assez récemment que les solutions de compostage n'étaient pas les meilleures fins de vie, hein, qu'on perdait de l'énergie, qu'on n'arrivait pas forcément à capter du carbone via les opérations de compostage, qu'on pouvait même parfois contribuer à des phénomènes de méthanisation pendant le compostage anaérobie. Je rappelle que le méthane a 20 fois le pouvoir, un pouvoir d'effet de serre, hein, par rapport au CO2. Donc, on comprend bien que ce sont des points importants d'attention. Ok. Et aussi les pouvoirs publics, pardon Karine, les pouvoirs publics qui ne sont pas forcément favorables à la mise en place d'une filière de compostage à l'échelle nationale, même s'il y a une filière de biodéchets. On va encore avoir des ajustements sur ces questions-là. Oui, localement, ça va s'organiser puisque des filières de biodéchets vont se mettre en place. On m'a expliqué récemment, en tout cas un fournisseur de matériaux compostables m'expliquait que localement, ce sont des matériaux qui peuvent être validés auprès de centres de compostage, mais ça veut dire que c'est du cas par cas et que ça peut être aussi compliqué pour eux d'accueillir ces matériaux dans les centres de compost dans la mesure où les consommateurs, eux, n'auront pas toujours le bon geste de tri et pourront tantôt apporter un emballage effectivement compostable en conditions industrielles et puis peut-être se tromper et apporter un emballage en plastique et là, pour le coup, ce sera compliqué pour eux d'obtenir un compost de qualité. On va devoir vraiment faire très, très rapidement. Parce qu'on a déjà un peu débordé, si on veut prendre une ou deux questions. Je rappelle juste sur le sujet, et puis sinon, s'il y a des questions, on y répondra par la suite, qu'au plus tard, le 1er janvier 2021, le gouvernement devrait devait, mais je pense que ça va être quand même reporté, remettre au Parlement un rapport sur les impacts sanitaires, environnementaux et sociétaux des plastiques biosourcés, biodégradables et compostables sur l'ensemble de leur cycle de vie. Et les conclusions de ce rapport seront évidemment précieuses pour décider de l'avenir et du potentiel de ces emballages compostables. Oui, oui. Et je rappelle que le terme compostable va être aussi réservé aux emballages compostables en home compost. Ça, c'est la loi GEC. Hein. Une dernière remarque, c'est vrai que la mise en place ou la diffusion de matières compostables peut être vraiment aussi une réponse à la problématique des fuites de plastique, à l'abandon, alors parfois dans la nature, dans les océans, de déchets plastiques. Et c'est surtout vrai, cette problématique-là, lorsqu'on a mis en place l'économie circulaire dans le concept emballage. Voilà. Ça répond à la question, qu'est-ce qu'on fait après avoir mis 100% de RPET dans ma bouteille? Qu'est-ce qu'on fait après avoir mis 100% de RPP dans mon bouchon? Là, je peux être dans une situation complètement idéale, en réincorporant des matières issues du recyclage, en recyclant à la perfection, en tout cas en mettant les conditions de recyclage à la perfection. Pour autant, on a quand même des phénomènes de fuite de plastique. Ça n'empêche pas le mauvais geste. Voilà. Et je pense qu'il faut... alors, la mise en place d'économie circulaire, je pense, répond à une problématique d'urgence aussi, parce qu'il y avait de vraies avancées à pouvoir promouvoir rapidement dans ce domaine-là. Mais demain, je pense qu'il y a aussi certaines catégories d'emballage à réinventer. Ok, on va pouvoir conclure là-dessus et prendre une ou deux questions, mais vraiment très rapidement, une question. Une question, les emballages en craft sont-ils également utilisables pour des produits liquides de type soupe? Alors, a fortiori, oui, mais toute la question réside dans quel type de matériaux on va mettre au contact du produit, parce qu'on va devoir apporter, pour le coup, de la résistance à la perforation, de la résistance aux soudures, une excellente étanchéité, sinon on s'expose à de sérieux problèmes, soit en linéaire, soit à l'usage, ou même en termes de sécurité sanitaire. Donc là, ça paraît difficile de se passer de matière plastique. Et là, pour le coup, c'est un vrai sujet.
Ok. Bon, on va devoir terminer là-dessus, mais on s'engage. On peut reprendre. On peut reprendre des questions, me dit-on, en régie, super. Est-ce que l'utilisation du film souple PE papier serait envisageable pour conditionner des produits surgelés? Alors, oui, de toute façon, à partir du moment où on a un taux de fibre papier carton qui est supérieur à 50% et qu'on respecte, je dirais, d'autres recommandations secondaires du CEREC, on a le caractère éligible au recyclage de ces solutions-là. Maintenant, dans la filière surgelée, il n'est pas forcément nécessaire d'avoir aussi de l'étanchéité totale. On est souvent aussi dans des solutions de film dites de propreté avec des micro-perforations. Et donc, on peut s'orienter vers des solutions de film qui sont un petit peu plus souples et qui ne nécessitent pas une étanchéité totale. Donc, voilà, il y a des solutions avec un pourcentage de papier carton qui peuvent être beaucoup plus importantes, de l'ordre de 90-95%, avec pourquoi pas des vernis de scellage ou des comme c'est le cas pour Cyrane par exemple, c'est un mélange d'eau et d'amidon, voilà, qui peuvent tout à fait suffire à apporter en tout cas des propriétés de scellage. Ok, Cyrane, c'est l'exemple du sachet de salade 4e gamme en cellulose qui a été développé pour les crudettes en partenariat avec Carrefour. Ouais. Une autre question avec l'extension des consignes de tri sur les plastiques comme le PP, quid de l'intérêt d'emballage rigide base carton comme sur les glaces? Si effectivement on a une filière des PP rigides qui se met en place, pourquoi aller se lancer sur l'emballage carton? En gros, si je comprends. Je pense qu'effectivement, moyennant cette analyse de cycle de vie où chacun fera ses choix et essaiera d'orienter sa stratégie emballage, je pense que les pots cartons, ça répond aussi à des attaques liées au plastique. On est aujourd'hui dans une période de plastic bashing. Le plastique a vraiment auprès des médias et puis auprès du consommateur, faut le dire aussi, une très très mauvaise opinion. Donc le fait de pouvoir proposer ces matériaux-là, les cartons, je le disais tout à l'heure, ça fait partie aussi des matériaux préférés des Français. On a une perception qui est tout de suite complètement différente en linéaire. Ok. Et dernière question, les buvards utilisés dans les barquettes sont-ils recyclables? Non, absolument pas. Il y a des études en ce sens, effectivement, ça fait partie des questions que se pose Citeo. En l'état actuel des connaissances, ça paraît difficile de les recycler, d'autant plus qu'ils seront gorgés de sang. Donc, il y a une vraie réflexion de fond à avoir sur ces sujets-là. Également, les buvards sont constitués de quoi? Ça va être un assemblage de liners, parfois en polyéthylène, parfois en PET, qui seront parfois collés aux barquettes, séparables ou pas dans les conditions de lavage, c'est la question. D'accord. Il vaut mieux les éviter en fait. Voilà, il y a aussi des fibres et des super absorbeurs, donc des produits chimiques voilà, qui vont avoir tendance aussi à réagir avec l'eau. Citeo est en train de travailler sur le sujet pour pouvoir à terme poser des grandes recommandations, mais si on peut s'en passer, c'est bien. Ok. Merci beaucoup Christophe. Merci à tous d'avoir assisté à ce webinaire et de l'avoir rendu interactif. Je vous invite à rester connectés aujourd'hui et demain sur la plateforme Hello Emballage. Demain à 14h, je vous rappelle, ne ratez pas le webinaire sur les allégations environnementales animé par Pierre Christen, notre rédacteur en chef. Et tout au long de ces 2 jours, d'autres webinaires sont organisés par nos partenaires sur les thèmes variés. Je vous laisse découvrir le programme. Il sera question juste après nous, notamment de flexibilité et de productivité des lignes de conditionnement, ensuite de réduction du gaspillage, de contrôle qualité en ligne et toujours et encore d'emballage durable. Bonne visite à tous sur la plateforme Hello Emballage et bonne journée. Merci à vous. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.